Voilà, donc il est 16h04, je pense que nous pouvons commencer. Donc je le redis, je vais le remettre dans le chat à plusieurs reprises, hein. Il est nécessaire d'émarger puisque vous êtes ici sur convocation du service de formation. Donc je remercie Madame de Montvallon d'avoir accepté d'animer cette première conférence des référents égalité filles-garçons de l'Académie d'Aix-Marseille. Il faut savoir que vous avez la possibilité, chers collègues, de suivre plusieurs types de conférences. Celle animée par Canopé, qui précise les rôles et les missions des référents égalité filles-garçons. Ces conférences se font sur inscription et c'est Canopé Aveyron qui organise ces conférences. Nous aurons un cycle de formation. La première aujourd'hui, animée par Prune de Montvallon, sociologue. La seconde, vous recevrez une convocation prochainement. Ça aura lieu le lundi 12 décembre à 16h. Elle sera assurée par une docteure en sciences du langage, Christelle Bresse. Et la thématique, ça sera le vocabulaire, les mots, le lexique de l'égalité. Voilà, qui est une conférence, à mon avis, très intéressante, voilà, sur convocation. Et je vous invite également à vous inscrire aux conférences réalisées par le centre Hubertine Auclair. C'est du distanciel. Ça s'effectue par inscription sur le centre Hubertine Auclair. Et il y a une formation qui a déjà eu lieu. Nous essaierons de la mettre en ligne, qui était sur le lien entre orientation, égalité, filles-garçons et orientation. Voilà, donc nous allons commencer. Donc, Madame de Montvallon, qui est directrice du CIDFF 06, alors un petit mot peut-être sur les CIDFF, qui sont des associations nationales et ayant des déclinaisons départementales. Vous avez la possibilité, en tant que référent égalité filles-garçons et personnel de l'éducation nationale, de contacter ces CIDFF à l'échelle de vos départements. Ils peuvent intervenir sur plusieurs thèmes, notamment l'égalité filles-garçons, mais également ils assurent des permanences juridiques et également des permanences sur l'insertion à l'emploi. Donc nous sommes très intéressés par la collaboration avec le CIDFF. Comme vous le savez, si vous avez assisté à la visio d'hier sur la labellisation des établissements scolaires, il va y avoir un jury de labellisation et le CIDFF fera partie du jury de validation des candidatures à la labellisation. Voilà. Je vais laisser Madame de Montvallon se présenter et je vous laisse la parole. Si vous souhaitez poser des questions, je vous propose de le faire à la fin de la conférence, de façon à ne pas hacher cette visio. Et pour répondre à la question qui va arriver, disposerons-nous du diaporama? Donc a priori non, parce que bon, c'est un bien propre et donc en fait ce diaporama ne sera pas diffusé. Voilà, je me tais, je coupe ma caméra, je vous invite à émarger, je vais le remettre à plusieurs reprises et je vous dis à tout à l'heure à la fin de cette conférence. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais me présenter. Bon, j'ai dit que je préférais pas spécialement donner le PowerPoint parce que je trouve qu'un PowerPoint tout seul n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout que c'est surtout une trame. Cela dit, si vous souhaitez me contacter pour l'avoir, absolument, j'y suis pas spécialement opposée. Mais voilà, il me semble que c'est plus intéressant que je vous envoie une bibliographie ou quelque chose de ce type-là. Alors, pour me présenter, donc, je suis Prune de Montvallon, je suis directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Alpes-Maritimes. Donc, le CIDFF, c'est un sigle pas très facile à retenir. Et d'ailleurs, les CIDFF sont assez peu connus, notamment du milieu de l'éducation nationale. Enfin, ça dépend des départements. Je vais vous faire une brève présentation de du travail que l'on peut faire et du travail qu'on peut mener ensemble. Avant d'enchaîner sur mon exposé, vous dire que donc je suis sociologue de formation, j'ai fait ma thèse au sein du laboratoire URMIS, donc en sociologie, spécialisée sur les questions de genre et de migration. Je travaille plutôt sur les questions de traite des êtres humains, de prostitution, mais c'est pas du tout sur ça que je vais intervenir aujourd'hui. Et donc je vais faire une introduction qui est vraiment un exposé plutôt introductif sur pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre sexisme, inégalité et violence. Alors c'est quelque chose sur lequel vous êtes peut-être déjà au fait et je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Je vais essayer de faire un exposé de maximum 45 minutes pour qu'on ait le temps d'avoir des échanges à la suite de cet exposé.
Et voilà, mais c'est en général une mécanique qui n'est pas toujours bien saisie et qui peut être méconnue. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'elle fonctionne, cette mécanique sociale du lien et de l'articulation entre sexisme et violence. Alors, avant de rentrer dans le vif de mon exposé, du coup, il y a des slides qui sont décalés. Alors, je suis navrée parce que je n'utilise pas cette plateforme d'habitude. J'espère que ça ne le fera pas trop sur les autres slides. Alors, je vais vous présenter rapidement les CIDFF, vous dire que donc moi, je suis donc directrice d'un CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes des Alpes-Maritimes. Donc, on intervient au niveau départemental. Notre siège est basé à Nice. On a 18 lieux de permanence dans différentes villes et localités du département des Alpes-Maritimes. Pour le dire rapidement, il y a à peu près un CIDFF par département en France. Il y a une centaine de CIDFF en France métropolitaine et outre-mer. Dans la région PACA, nous sommes 7 CIDFF pour 6 départements, parce qu'il y en a 2 dans les Bouches-du-Rhône, un à Arles, un à Marseille. Et donc, c'est une fédération qui est assez active et les missions que je vais vous présenter correspondent à tous les CIDFF de la région PACA, parce qu'il me semble que vous intervenez toutes et tous en région PACA, en région sud maintenant, il faudrait dire. Alors, pour pouvoir exercer comme CIDFF, il faut avoir un agrément d'État. Cet agrément d'État nous est donné par le ministère aux droits des femmes. Parce que historiquement, le réseau des CIDFF qui a été créé il y a 50 ans, on vient de fêter 50 ans du réseau, a été créé et renforcé à la demande de l'État pour mettre en œuvre la politique publique en matière de droits des femmes. Donc au moment où il y a eu le premier secrétariat d'État aux droits des femmes sous Yvette Roudy, le réseau a été nettement, s'est déployé et s'est renforcé à ce moment-là. Donc, on a un agrément d'État, on a une fédération régionale, je vais vous en parler, qui est très active, qui a pu faire des campagnes comme celle qui se trouve derrière moi, et puis une fédération nationale qui intervient aussi au niveau ministériel et qui fait un certain nombre de conférences de lancement. Je réalise que je n'ai pas coupé mon téléphone, je vous prie de m'excuser. Alors, pour être agréé comme centre d'information sur les droits des femmes, tous les CIDFF ont au moins un ou une juriste. Donc, on tient toutes des permanences juridiques gratuites, confidentielles, d'accès aux droits généralistes. Donc, sur toute question juridique, vous pouvez contacter un CIDFF. Il y aura toujours des permanences juridiques. Mais nous sommes plutôt spécialisés sur les questions de droit de la famille, même si selon les CIDFF, on peut répondre à d'autres questions, notamment droit du travail, droit administratif, droit des étrangers, etc. Donc là, vous voyez un petit peu voilà, la carte de la région où vous trouvez l'ensemble des CIDFF. Donc, ce que j'ai dit, tous les CIDFF, pour pouvoir être un CIDFF, on doit avoir au moins un juriste. Donc, on a une équipe de juristes qui interviennent, qui ont, pour bénéficier de l'agrément, il nous faut avoir des juristes qui ont un minimum de Bac plus 5, donc qui sont tout à fait formés. On intervient sur la question de la lutte contre les violences, ça fait partie de nos missions, notre objet social. Aussi sur la question de l'emploi et de la création d'activités, on intervient beaucoup sur la diversification des métiers et notamment sur la féminisation ou au contraire, enfin voilà, la mixité dans les métiers, mais aussi sur la question de l'égalité salariale, sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en entreprise, ça peut vous intéresser. Et on a toute une mission d'éducation à la citoyenneté, donc avec un certain nombre d'interventions dans les écoles sur les stéréotypes, sur la déconstruction des stéréotypes, sur l'occupation de l'espace, sur l'égalité filles et garçons, mais aussi sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment à la fin du collège, début lycée. On a des outils spécifiques pour les jeunes, pour les mineurs. Sur ces questions-là, on a développé un certain nombre d'outils parce qu'on sait que les jeunes sont encore très concernés par les violences sexistes et sexuelles. Ça vous montre un peu l'ensemble de nos permanences au niveau de la région PACA, mais encore une fois, il faudrait vous rapprocher de chacun de vos CIDFF et je serai à votre disposition à la fin si vous voulez en discuter pour que vous puissiez voir pour repérer ou rentrer en contact. Et à la fin de ma présentation, il y aura l'ensemble des coordonnées des CIDFF de la région PACA pour pouvoir rentrer en contact avec un CIDFF plus proche de chez vous.
Alors ça, c'était simplement pour vous dire, voilà, au niveau des Alpes-Maritimes, c'est pour vous montrer un petit peu les permanences que l'on peut tenir, parce que l'idée, c'est d'être au plus proche sur les territoires. Ce qui nous permet aussi, lorsqu'on intervient sur des questions, je pense par exemple du cyberharcèlement, des choses sur lesquelles on peut intervenir, d'avoir aussi la possibilité d'orienter vers nos permanences qui sont à proximité de vos établissements scolaires. Donc ça me semble assez important. Voilà, au niveau de notre CIDFF dans les Alpes-Maritimes, on est une équipe de 17 avec 5 juristes, 4 psychologues et ça représente voilà, un certain nombre d'accompagnements individuels, de prise en charge des enfants. On a une convention avec le conseil départemental au titre de la protection de l'enfance, que ça peut aussi vous concerner, notamment lorsqu'on fait des formations sur le repérage des violences sexistes et sexuelles. On sait qu'on a un certain nombre d'orientations qui peuvent nous être faites à la suite, notamment sur les enfants exposés aux violences conjugales. Donc on a une convention avec le conseil départemental dans le 06 à ce titre-là. C'est pas le cas encore dans les autres départements, mais tous les autres départements ont des psychologues, tous les autres CIDFF ont des psychologues qui accueillent les adultes, pas encore nécessairement les enfants, mais c'est en développement. Voilà, alors ça c'est pour dire un petit peu rapidement sur le réseau des CIDFF et puis je vais commencer mon exposé plutôt sur la question qui nous anime. Cela dit, si vous avez des questions sur le CIDFF juste maintenant ou sur le réseau des CIDFF, n'hésitez pas à le mettre soit dans le chat ou soit à lever la main pour me le dire. Sinon, on pourra en parler à la fin de ma présentation. Ok. Alors, j'enchaîne. Si vous n'avez pas de questions sur le réseau des CIDFF, sur l'objet de mon exposé aujourd'hui, qui est de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle encore de violences faites aux femmes en 2022, pourquoi est-ce que c'est encore un enjeu, est-ce que c'est quelque chose qui concerne finalement, qui concernerait pas autant les hommes que les femmes, c'est quelque chose qu'on peut entendre encore souvent. Est-ce qu'on n'a pas atteint l'égalité? Est-ce que ça serait pas le fait de personnes désaxées ayant des problèmes psychologiques qu'il faut soigner individuellement et que ce n'est pas finalement que on a fait le maximum de ce que l'on pouvait faire au niveau sociétal et que maintenant il faut prendre en charge individuellement ces auteurs de violences. Ou alors, on pourrait encore imaginer, là je vous parle de questions qu'on a pu avoir aussi sur le terrain, ça serait lié à la nature des femmes ou à la nature des hommes, et donc ça serait une fatalité, c'est quelque chose avec lequel il faut composer et qui serait lié à une nature. Alors évidemment que ça n'est absolument pas une fatalité, ça n'a rien à voir avec une soi-disant nature ni des femmes ni des hommes d'être violents ou d'être des victimes. Et oui, il existe des violences qui sont spécifiques aux femmes et on va voir un petit peu en quoi elles sont spécifiques et en quoi c'est pas un problème individuel d'individus désaxés, même si on peut cumuler un certain nombre de difficultés, et qu'il existe bien des violences qui sont spécifiques aux femmes, qui s'appuient et qui sont nourries par un terreau de discrimination et qui sont nourries par cette inégalités de sexe ou de genre. On va voir pourquoi est-ce qu'on va parler de genre. Et comment est-ce que cela fonctionne comme un système sur lequel il y a vraiment eu des avancées, on ne peut pas dire le contraire, mais sur lequel il y a encore un certain nombre de choses à faire. Et la bonne nouvelle, c'est que si ça n'est pas une fatalité, c'est que cela correspond à des mécanismes sociaux. Les violences faites aux femmes sont alimentées par des mécanismes sociaux et dès lors qu'on parle de mécanismes sociaux, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler pour prévenir ces violences, s'assurer qu'on lutte contre les discriminations et contre les violences. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je me doute que si vous êtes là aujourd'hui, c'était une évidence pour vous et je l'espère, c'est que ça n'est absolument pas une fatalité et qu'il est possible d'agir contre. Et notamment dans la sphère éducative parce que on va travailler sur la question de la prévention qui est très importante de notre point de vue. Alors,
La raison pour laquelle vous voyez des statistiques s'afficher à l'écran, c'est que je vais passer rapidement parce que ces statistiques sont quand même relativement connues, mais je recommence toujours par là parce que la première des raisons pour lesquelles on parle de violences faites aux femmes et pas de violences faites aux hommes, même s'il existe des types d'agressions, par exemple, qui vont concerner plus spécifiquement les hommes, on pourra en parler, que les femmes, mais on va voir qu'il existe un ensemble de violences qui visent beaucoup plus spécifiquement les femmes. Le premier constat que l'on peut faire, il est statistique. C'est-à-dire que statistiquement, aujourd'hui, on constate qu'on a un certain nombre de violences sexistes et sexuelles qui concernent nettement plus les femmes que les hommes. Et on va voir pourquoi c'est le cas. Donc déjà, ces statistiques, rappelons qu'elles sont assez récentes. Donc souvent on nous dit, mais est-ce qu'on n'a pas nettement progressé par rapport à avant, ou est-ce qu'il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins? Alors je réponds d'emblée à cette question, c'est de dire que en réalité c'est encore assez difficile de faire des comparaisons parce que ça fait assez peu de temps que l'on fait des études pour compter ces violences sexistes et sexuelles, et la raison c'est que ça ne paraissait, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, c'était quelque chose qui était extrêmement caché, donc ça fait très peu de temps qu'on les comptabilise. Pour le dire très clairement, en France, cela remonte à la première enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France, la première enquête qui a commencé à vraiment comptabiliser de grande ampleur, une enquête sérieuse faite par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l'INED, de l'INSEE. Elle remonte à la fin des années 90. Elle a été publiée, l'enquête dans sa totalité a été publiée en 2003, avec des premières publications qui ont commencé à être publiées en 2001. Et c'est l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France. Alors depuis, on a un certain nombre d'autres enquêtes qui ont pu apparaître, dont celle que je vais citer ici, qui montre que voilà, par exemple, un des chiffres qui est quand même très important, c'est celui sur les viols en France. On aurait 94 000 femmes qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année. Et ça, c'est le nombre de femmes qui sont âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une seule année, sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Alors c'est une estimation, ce chiffre-là, qui est considéré comme une estimation à minima. Excusez-moi. Hop. Ce qui est très important dans ce nombre de viols, c'est qui reste très important, c'est qu'on considère que 9 femmes sur 10 connaissaient l'agresseur de cette agression, de ce viol, pardon, ou de cette tentative de viol. Et donc ça, c'est c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on a tendance à croire que le viol, l'image un peu d'Épinal, c'est le viol dans un parking, qui serait le fait d'un inconnu dans la nuit, etc. Or, pour les femmes, le plus gros risque, il se passe dans la sphère privée, dans la sphère intime, dans le voisinage, dans la famille, puisque 9 fois sur 10, la victime connaissait son agresseur. Donc ça peut être le plus courant, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. On va voir que ça correspond à près de la moitié des cas, c'est le cas dans ces chiffres-là, en tout cas dans ces estimations-là, on est à 47% où c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. Et pour le reste des 43%, on est sur des membres de la famille, des proches, des voisins, ascendants ou descendants. Donc on est sur un type de violence qui est particulier, qu'il se passe dans la sphère privée et qui va être une des particularités des violences faites aux femmes. Alors, dans ces chiffres-là, on en a d'autres. On va dire que que ce soit sur les viols ou sur les violences conjugales, on a 3 femmes victimes sur 4 qui déclarent avoir subi des faits répétés. On a 8
femmes victimes sur 10 qui déclarent avoir été également soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales, et seulement 1 sur 5 qui déclarent avoir porté plainte. Une autre chose qui me semble très importante de souligner et que j'ai mis ici dans les diapositives, c'est qu'on a 17% des adolescentes qui disent avoir subi du harcèlement sexuel en ligne. Donc ça reste très important et c'est quelque chose qui, je n'en doute pas, dont vous avez déjà entendu parler, surtout en tant que référent égalité, référent de violence dans vos établissements. Parce que beaucoup d'adolescentes, mais on en reparlera d'adolescents aussi, peuvent être soumis à du cybersexisme ou du cyberharcèlement en ligne. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qu'on développe pour essayer de faire de la prévention sur ces questions-là et sur lesquelles on pourra rediscuter voilà, en termes. Donc ça, c'est une des choses très importantes et une des spécificités déjà des violences faites aux femmes, c'est qu'elles se passent essentiellement dans la sphère privée. Et lorsque ça n'est pas la sphère privée, c'est-à-dire familiale, c'est les proches, les copains, les amis, les voisins, les connaissances. Donc ça, c'est une des choses, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les violences sexistes et sexuelles ont longtemps été très méconnues, c'est qu'elles étaient perçues comme ne relevant pas de la sphère publique, mais relevant de la sphère privée. Alors ça, ces chiffres-là, vous les connaissez sûrement, c'est les chiffres les plus marquants, ce sont les féminicides. Donc c'est les cas où les femmes ont été tuées dans le cadre du couple ou dans le cadre de violences intrafamiliales. On a eu, je crois, le week-end dernier, une femme aussi qui a été tuée par son fils et qui ont été tuées parce qu'elles sont femmes. Et on va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on le lie en tout cas au sexe de la personne. Donc ça, c'est le dessus de l'iceberg, hein, c'est ce qu'on essaye souvent de dire, dans lequel on peut en mettre encore plus. Et puis, je vais m'arrêter là hein, sur les chiffres parce que après on est sur énormément de chiffres, mais c'est juste rappeler qu'on est déjà sur une réalité, un constat de fait qui est difficile de remettre en cause aujourd'hui et qui va s'étendre non seulement à la sphère privée, dans le sens domestique, familial ou des amis, des proches lorsque c'est des adolescentes dans le cadre d'un collège ou d'un lycée, mais aussi dans le cadre du travail, dans la sphère du travail. Hein. Donc on est à 1 femme sur 3 en France en 2018 qui déclarait avoir déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Plus de 2 femmes sur 3 qui disent avoir déjà été victimes de propos sexistes par des hommes, la moitié qui disent avoir été victimes de propos à connotation sexuelle et 13% des femmes qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Donc on voit que par rapport à 67% des femmes qui ont été victimes de propos sexistes, on a 9% des hommes qui disent avoir été victimes de propos sexistes, etc. Donc les inégalités sont assez claires là aussi entre ce que les femmes peuvent subir et les hommes. Même si on va le voir, le sexisme en effet n'est pas est quelque chose que les hommes peuvent subir, mais pas exactement de la même façon. On va y venir juste après. Alors, non, c'était l'avant-dernière slide de statistiques. Je vous en mets aussi, je vous mets d'autres chiffres aussi qui rappellent les inégalités qu'on peut trouver entre les hommes et les femmes, notamment sur les chiffres en termes de salaire, en termes de retraite, en termes de temps partiel, qui sont encore très inégalitaires. J'imagine que vous connaissez ces chiffres. Hein, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Sur le nombre de femmes qui passent, le temps consacré par exemple par les femmes, qui est encore beaucoup plus important aux tâches domestiques que les hommes dans le cadre d'un couple hétérosexuel, même si les hommes s'il y a une légère progression sur cette répartition, la décharge des femmes se fait en général au profit d'une autre femme qui vient travailler au domicile. Donc c'est davantage c'est rarement parce qu'il y a un équilibrage vraiment parfait ou en tout cas mieux réparti entre les deux parties du couple, mais c'est plutôt souvent parce qu'il y a le fait de faire appel
à une autre femme qui va venir faire du ménage de façon professionnelle au domicile. Voilà. Alors, je pense que ces chiffres-là, pour moi, là où ils sont importants, c'est qu'ils viennent marquer et ils viennent illustrer un premier constat qui est le constat d'une inégalité qui existe entre les hommes et les femmes, une inégalité de fait qui se manifeste dans la sphère familiale, on l'a vu, que ça soit du fait des violences, que ça soit du fait de la charge mentale, dans la sphère économique, dans la sphère politique où les femmes sont encore largement moins représentées que les hommes parmi les élus, dans les médias où les femmes sont encore rarement présentes parmi les experts et expertes qui peuvent être appelés à venir donner leur regard sur tel ou tel sujet. Et ce constat, en fait, il fait émerger un faisceau de comportements, de situations dans lesquelles les femmes vont être en position inférieure, c'est-à-dire qu'elles gagnent moins, elles sont moins souvent les chefs et elles sont et elles sont plus souvent victimes. Alors, c'est un constat statistique qui renvoie à des expériences individuelles dont on n'est pas forcément conscient, hein, notamment parce qu'elles sont perçues comme étant généralement naturelles, et elles ont aussi, ces constats vont avoir aussi une force un peu auto-procréatrice, puisque à force de ne pas voir beaucoup de femmes en position de chef d'État, en position de chef d'entreprise, ou en position, ou occupant des postes scientifiques, des postes d'ingénieurs, etc. On se dit aussi que les femmes ne sont peut-être pas faites pour occuper ces positions, d'où l'importance dont vous avez sûrement déjà entendu parler, d'avoir des modèles d'identification, de revoir les manuels, de faire attention à comment est-ce qu'on fait intervenir tel ou tel expert ou acteur ou actrice dans les établissements pour venir inspirer les jeunes pour plus tard. Donc, c'est à la fois un constat et à la fois une matrice à travers laquelle on va percevoir ce qui peut être possible lorsqu'on est un jeune, notamment qui est en construction. Et lorsque l'on sait et lorsqu'on élève des jeunes, que ça soit en professionnel de l'éducation ou que ça soit en rôle de parent. C'est relativement important de montrer que c'est quand même relativement récemment que l'on s'est préoccupé en fait de venir faire des enquêtes sur ces inégalités et de venir les illustrer, qui nous a permis de prendre la mesure du chemin qui restait à parcourir malgré un certain nombre d'avancées législatives. Ça s'est fait relativement récemment, hein, puisque ce n'est qu'à partir de la fin du XXe qu'on commence à admettre qu'il y a un lien entre les inégalités de genre et les violences. Parce que jusqu'alors, hein, jusqu'à la fin des années 90, on percevait ces violences comme étant ne relevant pas de politique publique, mais relevant plutôt de la sphère domestique comme étant un problème qui devait être traité et en tout cas qui ne relevait pas d'une intervention des forces de l'ordre, qui ne relevait pas d'une intervention de la mise en œuvre d'une politique d'État. Et ça n'est que parce qu'il y a eu des mobilisations à partir des années 70 et jusque dans les années 90 de mouvements féministes, d'un certain nombre de mouvements qui ont donné lieu à des conférences. Vous avez peut-être entendu parler de la conférence de Pékin en 1995, d'un certain nombre de conférences internationales, notamment sous l'égide de l'ONU, qui ont conduit à l'adoption d'une première déclaration, une première convention en 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui ne mentionne pas, en tout cas qui ne fait pas directement allusion aux violences. En décembre 93, on a une première déclaration au niveau international sur l'élimination des violences à l'égard des femmes.
Et ça ne sera qu'au début des années 2000 qu'on va commencer à avoir des outils contraignants pour les États en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, avec notamment, je vous ai repris ici parce qu'il me semble être une des définitions les plus abouties, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, et la violence domestique, c'est la convention dite d'Istanbul qui a été adoptée en 2011 et qui inaugure qui inscrit dans la loi, dans la loi internationale, mais à partir du moment où elle est ratifiée, elle est intégrée dans les codes nationaux, dans les lois nationaux, avec l'idée que les violences faites aux femmes sont celles qui sont fondées sur le genre et qui définit la notion de genre et qui va intimer aux États de prendre un certain nombre de mesures, non seulement pour protéger les femmes qui sont victimes de violences, mais aussi pour prévenir ces violences et donc un certain nombre de mesures à faire pour essayer d'éradiquer les violences avant même qu'elles aient eu la possibilité d'exister, quoi. Donc l'idée de faire de la prévention au plus tôt et donc notamment dès le plus jeune âge. C'est intéressant de voir qu'en France, c'est à partir des années, c'est aussi dans les années 90, début des années 90, qu'on va avoir la reconnaissance de ces violences. C'est à partir de 1992, avec l'adoption du nouveau code pénal, notamment que les violences au sein du couple vont être reconnues comme une circonstance aggravante. Il faut savoir que jusqu'en 1992, pour un certain nombre d'entre nous, ça ne sera pas si loin que ça, les violences au sein du couple est passé souvent comme crime passionnel. C'est quelque chose qu'on peut encore entendre dans les médias. Hein. C'est un crime passionnel, il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Non, on ne tue pas par amour. Et ça n'est qu'en 1992 que le fait qu'on ait un meurtre qui soit le fait d'un conjoint ou d'une conjointe sur l'autre conjoint ou conjointe, que cela va être considéré comme une circonstance aggravante et non pas, comme ça pouvait être le cas, une circonstance atténuante. Mais il faudra attendre 2006, vraiment très récemment, pour que le viol commis au sein du couple soit aussi reconnu directement dans la loi, même si on va avoir des jugements et une certaine jurisprudence qui va dans ce sens-là avant 2006. Mais c'est que en 2006 que c'est reconnu au niveau de la loi. Alors, revenons un peu donc maintenant qu'on a vu cette institutionnalisation, donc je tenais à rentrer d'abord par le constat statistique en disant, parce que souvent sur ces questions-là, on va nous dire, vous exagérez, c'est pas tout à fait réel. Donc la question, aujourd'hui, c'est compter. On a des chiffres et ce sont des chiffres qui proviennent de l'Observatoire national de la délinquance, ce sont des chiffres qui proviennent de l'INSEE, donc c'est pas des groupements féministes radicaux qui élaborent des chiffres complètement ubuesques dans leur coin. On est vraiment sur des enquêtes de délinquance qui sont très sérieuses. Voir que c'est quelque chose qui est reconnu dans la loi et qui est reconnu comme étant, entraînant un devoir pour les États de diligence, on appelle ça un devoir de diligence, non seulement de s'assurer de protéger les victimes, mais de s'assurer de lutter pour prévenir ces violences. Une fois qu'on a vu ça, revenons à comment ça se fait qu'on est encore en France en 2022, un pays qui a mis sur sa devise républicaine la question de l'égalité. Comment se fait-il qu'on ait encore autant de violences au sein des couples, mais de violences faites aux femmes en France? Et comment se fait-il qu'on ait ces inégalités qui construisent encore notre perception du réel et qui soient encore si prégnantes dans notre société française. Alors, une des façons d'essayer de le comprendre en matière de sociologie, c'est d'essayer d'établir de forger des outils conceptuels qui nous permettent de saisir cette mécanique sociale et dans ce rapport de genre entre les hommes et les femmes, on va voir qu'il fonctionne comme un rapport social. Alors un rapport social, c'est ce qui permet de désigner
l'ensemble des relations qu'entretiennent deux groupes d'individus, ici les hommes et les femmes, selon la place qu'ils et elles occupent dans la société. Donc c'est ce rapport social qui va façonner notre façon de voir et de percevoir les autres, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, on va apprendre à distinguer les garçons des filles. D'ailleurs, c'est même un exercice, il me semble, en maternelle de distinguer les garçons et les filles, et on va les distinguer selon un certain nombre de signifiants qui sont porteurs de stéréotypes, comme on va pouvoir le voir. Alors, le premier axe de ce rapport social, et ce qui va faire que c'est un rapport social, c'est un rapport de différenciation. On apprend d'abord, depuis très jeune, qu'un garçon, c'est pas pareil qu'une fille. Et c'est pas pareil qu'une fille, non seulement sur le plan biologique, sur le fait qu'on n'a pas les mêmes organes génitaux, mais c'est surtout très rapidement, on va apprendre que c'est pas tant une différence biologique, une différence de place assignée dans la société, de comportement qu'il est attendu de la part des garçons et des hommes et des femmes, des petits garçons et des petites filles, avec l'idée, je vais reprendre un peu des caricatures pour marquer le trait, mais on va s'apercevoir, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos statistiques, que les filles, c'est plus doux, c'est plus empathique, c'est plus émotif, et que pour cela, aux filles revient davantage le fait de s'occuper des autres, de s'occuper de ses petits camarades notamment. On va davantage attendre des filles qu'elles aient des gestes de solidarité et d'empathie face aux camarades, mais aussi qu'elles jouent davantage à la poupée et qu'elles s'entraînent pour leur rôle futur qui est celui de devenir mère, et que en tout cas ça sera un des accomplissements principaux des femmes, c'est de devenir mère, et on le voit encore avec la pression sociale qu'il peut y avoir pour les femmes passer la trentaine sur cette question-là, sur ce registre-là, même si elles ont très bien réussi dans la sphère professionnelle, on va commencer à avoir une certaine pression sociale autour sur ces questions-là. De la même façon qu'on va avoir davantage de pression sur les garçons, c'est pour ça que sur ces rapports sociaux, on a des comportements et des normes et des attentes qui concernent aussi bien les garçons que les filles. C'est-à-dire que notamment, on va avoir davantage d'attentes du côté des garçons de performer en tant que garçon, notamment de savoir prendre sa place dans l'espace, de pouvoir s'exprimer de façon à être entendu, de pouvoir prendre que son corps prenne davantage de place dans l'espace. On ne dira pas, on n'attendra pas d'un garçon qui se tienne de façon les jambes toutes entrecroisées sur une chaise. C'est un garçon qui va vite être pris à l'ordre. Si c'est pas par ses parents, ça sera par ses pairs. PAIRS évidemment, par les autres copains et copines, et on va attendre des garçons plus tard, notamment, qui performent au niveau de leur, alors soit au niveau du sport, mais soit selon la classe sociale aussi, on va voir qu'on a différents types d'attentes au niveau des garçons, mais on va avoir aussi une certaine attente qui puisse ramener suffisamment de salaire et qu'ils réussissent d'un point de vue professionnel, notamment de sorte à pouvoir nourrir une famille éventuellement. Donc, on a d'abord ce premier mouvement qui est un mouvement de différenciation, avec l'idée que un garçon et une fille, un homme et une femme, c'est vraiment deux choses très différentes. Le deuxième mouvement de ce rapport social, c'est le rapport de hiérarchisation, où on va avoir une perception que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette petite phrase qui a un effet assez phénoménal dans les classes en général. Je prends souvent le propre exemple de ma fille qui, lorsqu'elle était au primaire, est revenue en pleurs en disant « Maman, la maîtresse a dit quelque chose d'affreux, elle a dit que les garçons étaient plus forts que les filles. » Ça m'étonnerait quand même qu'elle dise quelque chose qu'elle ait dit ça, et on finit par comprendre que la phrase qu'elle a entendue, c'est bien le masculin l'emporte sur le féminin, et que derrière, les garçons les ont poursuivis dans la cour en disant « Vous voyez bien, c'est la maîtresse qui l'a dit, on est les plus forts, etc. etc. » Donc, cette idée que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est exactement la notion de genre que l'on va pouvoir voir après. C'est l'idée que aux hommes reviennent, et à ceux qui occupent la place du masculin et qui vont devoir
performer en tant que masculin, à ce masculin est associée une figure de pouvoir, une figure de richesse et une figure de pouvoir de décision, du moins sur tout ce qui est de la sphère publique. Aux femmes va revenir davantage la sphère domestique, y compris parfois un certain pouvoir dans la sphère domestique, hein, qui peut être plus ou moins assis en fonction, plus ou moins instauré en fonction des familles, des cultures, de la façon de le percevoir. Alors, ce rapport social, cette façon de définir un rapport social, ne concerne pas uniquement le rapport social de genre ou de sexe. On a d'autres types de rapports sociaux. On a le rapport de classe sociale. Pareil, on va avoir un mécanisme de différenciation. Eux, c'est pas pareil que nous. Un rapport de race au sens entendu comme la race créée par le racisme. Évidemment, les races n'existent pas. On appelle ça en sociologie le rapport de racisation, mais c'est assez un petit peu, ça passe pas toujours bien ce terme-là, mais c'est en tout cas l'idée que, en fonction des origines réelles ou perçues comme telles, eh bien, on a des groupes d'individus qui vont être désignés par leur culture réelle ou supposée, par leur religion réelle ou supposée, et avec l'idée que ce groupe d'autres est radicalement différent de nous. C'est quelque chose de très différent, avec un certain nombre parfois de fantasmes, mais non seulement une différenciation, mais aussi un mouvement de hiérarchisation, avec l'idée que ce qui est beau est plutôt blanc, par exemple, ce qui est considéré comme ce qui a le plus de chances d'obtenir un certain nombre des emplois, une meilleure orientation professionnelle, etc., va être lié davantage à ce qui est perçu comme étant français depuis plusieurs générations, hein, pour le dire plus clairement. Donc ce rapport de racisme lié à la couleur de la peau, à l'origine réelle ou supposée, à la religion réelle ou supposée, fonctionne de la même façon, et il a la force en fait, que ce soit le rapport de genre, le rapport de sexe, et dans une certaine mesure le rapport de classe sociale, va être lié à un effet quasiment de nature, avec l'idée que c'est quelque chose qui est lié à un phénomène qui n'est pas possible d'enrayer. Alors vous allez me dire, mais la culture, c'est loin, ça n'est pas du tout comme la nature. Évidemment, en tant que sociologue, je ne pourrais pas vous dire le contraire. L'idée même de nature est quelque chose philosophiquement dont on pourrait discuter longtemps, à mon avis. Mais lorsqu'on parle de phénomènes qui a la force de la nature, c'est lorsqu'on parle par exemple des enfants issus de l'immigration ou d'une culture qui se transmet. On est sur quelque chose qui est quasiment de l'ordre du biologique, puisque l'on ne conçoit pas que ces groupes, ces populations puissent changer, puisqu'il y aurait des caractères qui seraient perçus comme étant quasiment héréditaires de la culture, et donc on est bien dans quelque chose qui a l'apparence de la nature, en tout cas qui en a toutes les prérogatives, avec l'idée de la transmission de caractère héréditaire et de quelque chose d'inéluctable auquel on ne peut pas échapper. Donc c'est ce type de rapports sociaux qui vont façonner notre rapport aux autres, qui vont faire qu'on va catégoriser et ne pas percevoir, ne pas s'adresser aux personnes de la même façon si on perçoit qu'elles sont hommes ou femmes. Un autre rapport social important, c'est l'âge, hein, et ça c'est quelque chose c'est un rapport de pouvoir très important qui détermine le fait que l'on tutoie par exemple les enfants et que les enfants vous voient, etc. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement envie de le remettre en cause, ou en tout cas c'est quelque chose qui peut faire débat, mais qui est un rapport de pouvoir aujourd'hui qui structure notre société, et auquel les enfants vont très vite apprendre et intégrer dans leur fonctionnement social. Donc, en effet, nous ne sommes pas uniquement le produit de notre sexe ou des stéréotypes qui sont liés à notre sexe. Ils se combinent à d'autres éléments qui vont faire notre identité, qui vont nous positionner dans un espace social. Mais aujourd'hui, je vais être davantage sur cette question du rapport de genre ou de race. De genre. Pas du tout de race, justement. De race compris au sens social.
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de genre, justement? Pourquoi est-ce qu'on parle de genre, sachant qu'il y a une certaine résistance à ce mot genre en France, avec l'idée justement que ça serait un mot qui viendrait des États-Unis, qui n'est pas français, que c'est des problématiques importées, identitaires, qui seraient importées des États-Unis, et que ça serait pas quelque chose propre au monde français. Alors, d'abord, le genre, c'est un mot qui existe, c'est un terme qui existe déjà en grammaire, hein, tout simplement, lorsqu'on dit que le masculin l'emporte sur le féminin, on parle en effet bien de genre. Et qu'est-ce que l'on va dire par le genre? C'est le fait de pouvoir différencier les rôles sociaux des sexes eux-mêmes. C'est pas nos organes génitaux c'est pas nos organes génitaux qui vont déterminer si on doit occuper un poste de direction d'une entreprise du CAC 40 ou un poste d'ingénieur dans l'aéronautique. Aujourd'hui, ne devrait pas avoir grand-chose à voir avec le sexe ou le genre enfin notre sexe biologique. Donc, le terme de genre permet de distinguer les normes, les comportements qui sont attribués au sexe biologique du sexe biologique lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la notion de genre, elle a été au départ utilisée pour désigner ceux dont les comportements, les aspirations ne correspondaient pas au sexe biologique. Et donc, c'était notamment utilisé par les psychiatres dans les années 60 pour parler des personnes transsexuelles. Et il a été ensuite repris pour pouvoir souligner la dimension sociale de l'identité qui était attribuée aux hommes et aux femmes, et qui a permis, notamment cette notion de genre, elle a permis de souligner combien les normes et les valeurs attachées au féminin et au masculin n'ont rien de naturel. Ça permet de tout ce qui, à partir du sexe, qui lui serait davantage du côté du biologique, va conditionner nos comportements, notre façon de nous présenter et nos rapports au monde plus généralement et aux autres en particulier. Alors, c'est quelque chose qui, cette idée de comportement, de différencier le sexe du comportement et des normes attachées au masculin et au féminin, elle est déjà présente en germe, même si elle n'utilise pas ce terme, dans le très fameux essai d'une philosophe française, Simone de Beauvoir, qui écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et qui souligne le fait que c'est justement un apprentissage et que l'on va devoir apprendre à se conformer à ces attentes de genre ou de sexe, ces attentes de genre qui sont déterminées en fonction de son sexe. Et là où c'est très important, c'est de dire que ces attentes-là, elles vont conditionner non seulement les femmes, mais elles vont aussi conditionner les hommes. Elles vont aussi conditionner les hommes, puisque les hommes vont aussi devoir se conformer à ces attentes par rapport à ces normes du masculin, notamment. Et c'est aussi aujourd'hui que l'on voit de plus en plus que, notamment au niveau du collège, les garçons qui ne se conforment pas à la norme hégémonique, on parle de norme hégémonique du masculin, vont subir un certain nombre de violences qui sont parfois moins visible que si elle touchait des jeunes filles. Je pense par exemple au fait de se faire baisser le pantalon, de se faire espionner dans les toilettes, un certain nombre de jeux qui peut avoir lieu entre garçons, de coups donnés dans les parties génitales, etc., etc. Notamment pour les garçons qui sont bons à l'école, assez réservés, qui n'aiment pas jouer au foot, etc., et qui ne sont pas conformes à cette norme hégémonique du masculin. Ils vont subir clairement ce qui peut aller jusqu'à du harcèlement, des violences donc de nature sexiste, pour que avec de nature sexiste, voire homophobe, hein, parce que ça va être c'est là où on voit à quel point le masculin l'emporte sur le féminin, c'est que être comparé à une fille, être perçu comme étant du côté du féminin, c'est pour un garçon ce qu'il y a de plus problématique. Donc c'est bien là où on voit que on est encore loin d'une égalité entre les genres, puisque voilà, être associé à du féminin est quelque chose qui est encore très problématique, et on voit que c'est là où on voit d'ailleurs que la question du sexisme rejoint de près la question de l'homophobie.
et des questions LGBT plus généralement, mais j'en parlerai pas plus ici. Donc, pour reprendre sur cette définition du genre, c'est donc un système de catégorisation binaire qui organise les sexes entre hommes et femmes, mais aussi entre valeurs associées à ces sexes, donc entre masculin et féminin. Alors, maintenant qu'on a vu un peu ces notions-là, je vais passer sur la dernière partie de mon exposé sur pourquoi est-ce que comment est-ce que maintenant on explique. On a bien vu qu'on a des inégalités d'une part, qu'on a des violences, c'est un constat de l'autre. On a cet outil du conceptuel qui est le genre. On voit bien que c'est une norme sociale et que ça organise en tout cas les normes sociales de perception. Comment est-ce que on peut aller plus loin pour expliquer comment est-ce que le sexisme, les inégalités, les discriminations fondées sur le sexe et sur le genre, c'est-à-dire les catégories du masculin et du féminin qui sont associées à ces sexes, filles et garçons, hommes et femmes, comment est-ce qu'elles vont constituer un terreau pour les violences. Alors, une des façons de l'expliquer, que j'ai choisi d'expliquer aujourd'hui avec vous, c'est de montrer déjà comment est-ce qu'elles vont contribuer, ces inégalités-là, et ce sexisme, à banaliser, normaliser, voire aller jusqu'à l'incitation des violences. On verra en retour comment est-ce que les violences alimentent ce sexisme, et on verra la mécanique dans sa totalité. Alors, pour premier niveau de banalisation. Le premier niveau de la banalisation, c'est ces petites remarques que l'on peut entendre. Je vous ai mis des images liées du projet Crocodile, d'une part, là où on voit les petits lapins, et plus bas, c'est juste en dessous, c'est un extrait de la BD du site de Hémaclite, celle qui a notamment contribué sur les réseaux sociaux à vulgariser cette notion de charge mentale, qui fait beaucoup de BD sur ces questions-là, qui sont en général très très bien faites et que je vous recommande. Alors, la première des choses, c'est la banalisation, en disant, c'est l'idée dans ces normes sociales qu'il est positif pour une femme ou une jeune fille d'être perçue comme étant un objet de désir masculin. Et donc, c'est le fait de se faire alpaguer dans la rue, c'est d'avoir après derrière des remarques en disant « détourne-toi, c'était juste pour rire, c'est bon, tu devrais être flatté ». Comme si on pouvait être flatté de susciter et d'avoir ce désir qui s'exprime sans qu'on ait absolument strictement rien demandé dans l'espace public, au travail, dans la sphère privée, etc. C'est une des choses alors, c'est l'occasion de faire une petite parenthèse, de rappeler que la séduction est quelque chose qui est évidemment un des enjeux de nos relations humaines et qui ne pose aucun problème et qui fait partie intégrante des relations humaines dès lors qu'elle se fait sur un plan d'égalité, c'est-à-dire que les deux parties sont consentantes, les deux parties participent à ce jeu d'échange qui peut être sur un mode de séduction ou de blague. Je pose souvent la question lorsqu'on est en formation et avec mes collègues, on pose souvent la question, est-ce qu'on sait rapidement lorsqu'une personne n'apprécie pas spécialement les remarques qui lui sont faites? Et en général, donc là vous êtes un peu trop nombreux et nombreuses pour que je puisse vous le poser, mais en général, quasiment systématiquement, la réponse qui nous est faite, c'est oui, c'est évident, on sait très bien lorsque on n'a pas très envie de recevoir ce type de remarques, ça se voit. Et est-ce que c'est parce que ça se voit que les personnes vont arrêter en général d'aller de proférer ce type de remarques? Eh bien non. Donc c'est bien le signe que la séduction n'est pas l'objectif en réalité de ce type de rapport. C'est pas la séduction qui est visée là, c'est le fait de pouvoir exprimer son désir sans aucune retenue et
plutôt de venir marquer le fait que l'espace dans lequel on se trouve, que ce soit la rue, que ce soit un espace de travail, eh bien, on en est détenteur et qu'on peut dire ce qui nous passe par la tête, et notamment des remarques sur le physique de sa collègue ou sur les copains et les copines ou sur le physique des filles qui passent dans la rue. C'est une façon aussi de rappeler que l'espace de la rue n'appartient pas par exemple aux filles ou aux garçons. Donc ça, c'est une des façons importantes de venir rappeler cette inégalité en fait, et de rappeler, de marquer un espace de pouvoir dans une relation. Alors première chose, la banalisation. Deuxième chose, la normalisation. Alors ça, c'est quelque chose d'assez commun et courant que l'on peut voir. C'est l'idée que ce seraient les victimes de violences sexistes et sexuelles qui sont elles-mêmes qui sont elles-mêmes les responsables des violences qu'elles subissent. Non, mais vous avez vu quelle jupe elles portaient. Comme si les agresseurs étaient des sortes d'animaux qui ne pourraient pas se contrôler, et que c'est aux femmes de contrôler par la tenue qu'elles portent de contrôler un peu le rapport que peuvent avoir avec elles les garçons. C'est quelque chose qu'on peut lire par exemple aussi encore malheureusement dans certains règlements intérieurs de collège, où il est écrit que la tenue des filles doit être décente pour ne pas perturber les garçons. Alors sur la question des tenues, ça c'est encore une autre chose dans laquelle je rentrerai pas, mais c'est la justification qui m'interpelle particulièrement sur l'idée que ça serait que le problème c'est que la tenue des garçons la tenue des filles pourrait venir perturber la scolarité des garçons. Donc ça clairement c'est quelque chose qui pose un problème dans le sens où encore une fois on rend les filles responsables des comportements sexistes et sexuels des garçons. C'est aussi l'idée, encore une fois, que la force, je vous mets cette affiche de la foire de Nice qui, j'espère, ne pourrait plus avoir lieu, enfin ne pourrait plus voir le jour aujourd'hui, mais qui date de 2009 quand même, qui est quand même assez impressionnant avec ce sous-titre « Tout ce qu'il faut là où il faut ». Qui dit qu'une femme, en fait, qui rappelle que l'objectif d'une femme, c'est quand même de se plaire, de plaire et de se soumettre au regard masculin. Et ce corps masculin qui est noir, ce qui est quand même pas non plus anodin, dans le rapport aussi, mais encore une fois, je peux pas rentrer dans toutes les questions, mais dans ce rapport aussi au corps noir, mais c'est cette idée que, en tout cas, le corps masculin doit symboliser la force. Donc là, on est clairement sur quelque chose qui est de l'ordre de la normalisation d'éventuelles violences sexistes et sexuelles. L'incitation, alors là, c'est ce qu'on appelle la culture du viol qui fait encore tellement réagir, mais c'est lorsque cette idée qu'il faut que les femmes fantasmeraient l'agression sexuelle. C'est l'idée aussi qu'une femme ne doit pas proposer, ne doit pas être à l'initiative d'un rapport sexuelle ou d'une relation, mais que c'est aux hommes de faire le premier pas, et que les femmes bien résistent. Et donc aux garçons revient le fait d'insister. C'est ce qu'on voit dans cet extrait, cette capture d'écran que j'ai faite d'un documentaire qui a été réalisé par Delphine Dilly et la journaliste Blandine Grosjean, qui dit que 22% et 17% des femmes, parce que les femmes sont loin d'être exemptes de comportements sexistes, qui considèrent que lorsqu'une femme dit non pour un rapport sexiste et sexuel, elle veut dire oui. Alors ça, c'est un documentaire qui porte sur les zones grises du consentement, notamment le viol en milieu festif, lorsque lorsque un garçon et une fille, par exemple, se sont embrassés dans la soirée et que le garçon considère que dès lors elle lui doit un rapport sexuel ou qu'elle l'a laissé monter chez lui et que la jeune femme ne va pas oser
ou va pas se sentir légitime pour dire davantage non, ou avoir peur qu'il y ait encore plus de violence et du coup laisser faire la planche, comme elles peuvent le dire dans ce documentaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment cette idée d'une certaine esthétisation de l'agression sexuelle comme étant quelque chose, voire du viol, et comme le fait que c'est quasiment valorisé dans une certaine mesure le fait de venir insister lourdement pour avoir un rapport sexuel. Donc nous, on parle souvent du fait de développer de développer une culture du consentement, de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire une culture du consentement. Évidemment, l'idée c'est pas de signer un contrat, puisque d'ailleurs à tout moment on peut pouvoir dire non à chaque étape, hein, mais de réfléchir à comment est-ce que c'est quelque chose qui peut s'exprimer dans le cadre d'un rapport et d'une relation, et c'est des choses sur lesquelles on peut ouvrir des débats avec des jeunes notamment. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le milieu universitaire, de montrer notamment ce documentaire qui évidemment n'a aucune scène explicite, hein, je vous rassure. On fait très attention au matériel qu'on utilise en fonction des catégories d'âge, y compris pour que les parents soient à l'aise avec ces questions-là, ou les enseignantes sur ces questions-là, parce qu'on est bien conscient que derrière, nous, on va repartir et que c'est pas nous forcément qui allons être derrière dans les jours, les semaines qui vont suivre, même si on essaye de venir plusieurs fois, ça on pourra en reparler. On essaye de plus intervenir que sur des one-shots, mais vraiment de venir plusieurs fois et de construire petit à petit nos interventions. Et de toujours partir de ce que les enfants et les élèves nous amènent pour être sûr qu'on ne va pas trop loin sur ces questions-là. Là, c'est parce que je m'adresse à des professionnels que je vous parle de ces questions-là de façon plus explicite. Donc là, on est sur le niveau d'incitation. Donc on voit comment est-ce qu'on peut banaliser, normaliser, inciter, et en retour voir comment est-ce que les violences vont servir pour venir alimenter le sexisme. En effet, la simple menace, le fait qu'il existe des violences, que l'on en parle, bah ça a comme effet un peu pervers de vouloir contrôler davantage le corps des femmes, notamment avec l'idée qu'on va moins laisser les filles sortir, qu'on va davantage s'assurer qu'elles ont un chaperon, qu'elles sont sous la protection d'un grand frère, d'un ami, etc., etc., ce qui va renforcer l'idée que les femmes seraient des pauvres petites choses, entre guillemets, hein, mais ont un statut qui serait le même que celui des enfants, donc infantiliser davantage les femmes avec l'idée qu'il faut les protéger. Et les femmes peuvent être les premières à manifester ce désir-là, hein, je me souviens d'interventions dans les lycées où c'était les filles qui disaient oui, mais les garçons ne nous protègent pas suffisamment. Donc c'était très intéressant comme point de départ en disant de pouvoir discuter sur cette notion de protection. Est-ce qu'il faut que les garçons protègent les filles? Est-ce que dès lors qu'on est encore dans ce système de protection des filles par les garçons, on est dans quelque chose qui positionne les filles dans une forme d'infantilisation qui est intéressante, en tout cas, de venir déconstruire. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans quelque chose de respect mutuel, de protection mutuelle, etc. Donc déconstruire ces peurs et ces autocontrôles qui vont faire aussi que la plupart des jeunes filles ou des femmes vont avoir peur de traverser des espaces publics la nuit, de ne pas se sentir à sa place, même si les violences, les agressions qui vont se produire dans l'espace public la nuit concernent très nettement plus les hommes. Là, clairement, les hommes sont beaucoup plus victimes de violences et d'agressions dans le cadre de l'espace public, d'agressions physiques, hein, j'entends, même si les femmes sont presque toutes, je pense que là, c'est quasiment 100% des femmes ont vécu du harcèlement ou du sexisme dans la rue. Donc, il y a cette intériorisation de la menace qui va faire aussi que les femmes vont davantage moins oser faire un certain nombre de tâches toutes seules, ou moins oser demander une promotion, moins oser demander des augmentations de salaire, par exemple, c'est quelque chose sur lequel nous on travaille, que les hommes, et qui correspond à cette intériorisation. Alors, pour finir, parce que je vois qu'il y en a certaines qui doivent partir, donc on voit comment le sexisme et les violences s'auto-entretiennent, comment fonctionne comme un
continuum à travers ce mécanisme, donc on l'a dit, de différenciation, un homme, une femme, une fille, un garçon, c'est radicalement ces deux choses différentes, et c'est un peu construire l'idée que les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Dès lors qu'une phrase commence comme ça, où la femme est ceci, ou l'homme est cela, on est clairement dans quelque chose qui amorce des propos à connotation sexiste derrière, puisque en effet, dans le groupe homme et dans le groupe femme, il y a autant de différences qu'entre hommes et femmes, et c'est quelque chose qui est extrêmement divers, même si l'expérience de être femme et être homme va créer en effet des points communs dans certains types d'expériences. Donc la hiérarchisation, on l'a vu, la légitimation, on l'a vu, on en a parlé un petit peu, c'est naturel, avec le rappel à l'ordre qui vient instaurer qui permet de maintenir le sexisme, et si une femme ne tient pas sa place, ne se maintient pas à la juste place, ou un homme qui ne tiendrait pas non plus sa place d'homme et ne se conformerait pas à ses attentes, peut subir un rappel à l'ordre. Alors, un dernier petit point sur pourquoi est-ce que ces différences de genre nous paraissent si naturelles. Je ne vais pas faire toute une conférence, mais c'est intéressant de savoir que c'est quelque chose, et il y a peut-être des historiens parmi vous ce soir qui peuvent avec qui on pourrait en discuter, mais c'est quelque chose qui a été pas mal étayé par les travaux universitaires ces 20-30 dernières années maintenant, sur le fait que c'est un phénomène qui est relativement récent à l'histoire de l'échelle de l'histoire humaine, qui daterait du XVIIIe siècle, avec à un moment on a commencé vraiment à se référer à la nature pour ordonner et légitimer, justifier les classements entre individus. Donc, clairement entre les différentes soi-disant races, avec des taxonomies, enfin avec un certain nombre de critères, de mesures du crâne qui peuvent venir justifier des classifications des êtres humains en différentes catégories, qui va être légitimée par les sciences sociales comme l'anthropologie biologique. Donc c'est ces distinctions biologiques qui vont être utilisées petit à petit, sachant qu'avant c'était davantage un ordre spirituel qui venait légitimer cette différence entre des catégories d'êtres humains, que ce soit les hommes, les femmes, les noirs, les esclaves, etc., les Indiens d'Amérique, qui venaient légitimer un traitement différencié fait à différents groupes d'humains. L'autre raison pour laquelle ces différences de genre nous semblent si naturelles, je l'ai évoqué un petit peu en début d'exposé, c'est l'idée de cette répétition. C'est-à-dire que comme on est tous et toutes socialisés dans cet ordre social qui confère des comportements qui donnent un rôle social aux uns et aux unes qui est différent, eh bien, vous le savez, j'en suis sûre, les enfants essayent de faire plaisir à leur figure d'attachement de référence, que ce soit les parents, que ce soit les éducateurs, les éducatrices, les profs, les enseignants, les enseignantes, les ATSEM, etc. Et ils vont donc se conformer à ce qui est attendu d'eux, et vont très rapidement répéter ce qu'ils voient autour d'eux, et cette répétition va donner cet effet massif où tous les petits garçons se comportent de telle façon, toutes les petites filles se comportent de telle façon. C'est la thèse de Judith Butler qui a écrit un ouvrage fameux dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Troubles dans le genre, et qui montre comment c'est l'émergence du mouvement dit queer, qui parfois est justement très troublant parce qu'il vient questionner beaucoup de choses, et c'est quelque chose qui aujourd'hui dans les jeunes générations, je pense, ouvre des questionnements qui peuvent nous sembler assez abyssaux parfois. Mais c'est cette idée que si on trouble cette répétition dans le genre, si on met à nu ce caractère social construit, notamment à travers les vêtements, notamment à travers la présentation de soi, ce que vont performer notamment les personnes travesties à travers une hyper sexualisation du corps, le fait de mettre des talons extrêmement défossiles, etc. C'est aussi l'idée de venir du point de vue de cette philosophe américaine, de venir démontrer le caractère
construit socialement de ces comportements. Ce qui est intéressant, il me semble en tout cas à ce stade de retenir, c'est à quel point la réitération de ces comportements nous donne cette impression de naturalité, c'est normal, c'est comme ça qu'un garçon ou une fille s'habille, même si c'est quelque chose qui progressivement à travers les âges, les formes, les normes, ce qu'il est convenu de faire en tant que garçon, en tant que fille, a énormément évolué. On prend la catégorie des couleurs, le bleu était plutôt vu comme la couleur des jeunes filles liées à la Vierge Marie, etc. Donc c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Donc ce sont des formes qui vont prendre les jupes, les cheveux longs, les cheveux courts, etc. Ce sont des formes qui peuvent varier énormément, mais la forme qu'elle prend en ce moment est généralement perçue comme naturelle du fait de cette performativité de la répétition. Et qui va être beaucoup utilisé par les mouvements queer là-dedans. Bon, évidemment, comment est-ce qu'on les intériorise? C'est la socialisation primaire, la socialisation secondaire. L'école, et c'est l'occasion de le redire, est un des lieux extrêmement importants où on va, notamment, ces photos de carnaval sont assez importantes parce que c'est là où on voit à quel point les enfants ont besoin de de faire partie d'un groupe et de se mettre de s'habiller tous et toutes pareils, et en fonction des attentes, on va avoir des dizaines et des dizaines de petits Spider-Man et de princesses de la Reine des Neiges, voilà. Et ça montre à quel point ce besoin de conformité est très fort dès l'enfance. Donc en effet, c'est ce qui nous est enseigné, ce qu'on voit, ce que nous faisons, et puis la réaction à nos actes. Alors, et je vais en finir là, qu'est-ce qui se passe quand on résiste aux normes de genre? On a évidemment un risque de rejet. Je vous ai mis cet extrait de ce film très connu de Billy Elliot qui ne veut pas faire de la boxe mais faire de la danse. Donc évidemment, et notamment pour les petits garçons aujourd'hui, ne pas vouloir se conformer aux normes virilistes, c'est extrêmement peut avoir un coût très très douloureux. Il y a eu davantage de combats, notamment du côté des filles, pour ouvrir la possibilité de s'habiller, que ce soit en pantalon, en jupe, etc. Du côté des garçons, il y a encore de très fortes contraintes qui pèsent de ce côté-là. Et un travail important à faire, à mon sens, pour ouvrir les possibles. L'idée, c'est de réduire rien du tout, mais plutôt d'ouvrir les possibles. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on résiste collectivement aux normes de genre? Et c'est vraiment ce passage par le collectif, et d'où l'importance de l'école en termes pour véhiculer des nouvelles normes sociales là-dessus, et des normes d'égalité, et une prise de conscience sur ces stéréotypes. Eh bien, on a une opportunité de changement social avec, on voit que ça soit le ballet de danseurs de New York, que ça soit les femmes qui jouent au football, que ce soit le droit de vote. Ça me semble une des victoires vraiment importantes qui pourtant, en France pour le coup, a mis beaucoup de temps à être adoptée, ou encore ces démonstrations, ces manifestations massives pour faire entendre l'ampleur des violences sexistes et sexuelles subies par les femmes. Alors, je finis souvent par cette petite phrase, c'est simplement pour dire, parce que le mot féminisme fait encore peur en France, avec l'idée que ça serait, on nous ramène, je crois quasiment systématiquement l'idée de dire, bon, je suis pas féministe, mais je suis plutôt en faveur des droits des femmes. Ou je suis féministe, mais vraiment j'ai du mal avec les fémènes qui montrent leurs seins, etc., ou des mouvements les plus radicaux. Aujourd'hui, l'État lui-même mène une politique en faveur des droits des femmes, et le féminisme, c'est rien d'autre que chercher l'égalité. C'est évidemment pas d'asseoir la domination des femmes sur les hommes, mais d'avoir une réflexion plus générale sur la façon dont bien, notre société tout entière est traversée par ces normes sociales, et comment il nous faut, comment on est tous et toutes aux prises avec ces normes sociales, et qu'il y a encore un travail important à faire de déconstruction de ces stéréotypes afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et je vous renverrai avec plaisir l'ensemble des adresses des CIDFF, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille
voilà, quotidiennement à construire des outils pour venir intervenir dans les écoles. Alors nous, au niveau de notre CIDFF dans les Alpes-Maritimes, c'est à partir du CM1, CM2. On a des interventions pour les plus petits, mais en présence des parents. Autour des égalicomptes notamment. On intervient à partir du CM1, CM2. On essaye toujours de construire nos interventions autour de 2-3 fois. On fait un certain nombre de jeux. On passe par de la cartographie de la cour de récré, par exemple. C'est quelque chose qu'on essaie de construire avec les enseignants auprès de qui on intervient, parce que ce sont elles et eux qui vont derrière suivre. Et on essaye de faire au moins 2, voire 3 interventions dans chacune des classes. Et je sais que mes collègues des autres CIDFF seront heureux et heureuses de pouvoir échanger avec vous aussi. Voilà, j'en ai fini pour mon côté. J'ai parlé un peu plus longtemps que prévu. Merci beaucoup, Madame de Montvallon. Merci pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Si oui, levez la main. Alors, il m'est demandé, dans les chats, il m'est demandé le nom du film, c'est Sexe sans consentement. Jusqu'à il y a peu, il était en libre accès sur YouTube de Delphine Dilly, je crois que ça s'écrit D-H-I-2-L-Y, et Blandine Grosjean. Il était en libre accès sur YouTube. J'ai vu il y a peu de temps parce qu'on nous l'a demandé, on me l'a demandé après une intervention notamment. J'ai vu qu'il y était plus. On était en contact avec les productrices de ce documentaire parce qu'on l'a beaucoup diffusé, donc on avait obtenu leur agrément, enfin leur accord pour le faire. Je peux essayer de voir comment le récupérer. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut diffuser en classe de terminale. À mon avis, on pourrait le diffuser un petit peu plus tôt, mais je pense que c'est surtout par rapport aux parents que je voudrais pas, parce qu'on sait bien qu'il peut avoir des résistances. On en est bien conscient et consciente, et l'idée c'est de faire avec tout le monde, de pas braquer en fait. Donc, je pense qu'à partir de la terminale, si vous sentez de le faire plus tôt dans vos classes, nous on vous accompagnera, en tout cas au lycée, c'est sûr, pas avant. Bon, je vois, pourriez-vous me réexpliquer ce que vous entendez par culture du consentement? Alors, la culture du consentement, c'est quelque chose qu'on essaye de développer sur l'idée qu'aujourd'hui, justement, dans les rapports entre hommes et femmes, l'idée, c'est que les hommes doivent faire l'ensemble des démarches. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, apparaît très fort dans ce documentaire, avec une des jeunes filles qui dit à la fin, le problème, c'est que comme en tant que fille, jeune fille, c'est une toute jeune adulte, hein, elle dit, en fait, si on fait le premier pas et qu'on essaye qu'il y a quelqu'un qui nous plaît et qu'un garçon qui nous plaît, on est dans le cadre de relations hétérosexuelles, qu'un garçon qui nous plaît et qu'on a envie d'avoir une relation avec lui, il faut surtout pas être vue comme étant entrepreneuse, Entreprenante, entreprenante, oui, pardon, plutôt qu'entrepreneuse. Faire le premier pas où il faut le faire très discrètement parce que le risque, sinon, c'est d'être vu comme une fille facile et c'est aux garçons de faire la première démarche. Du coup, elle dit, dès lors qu'on ne peut pas exprimer le désir féminin, et notamment c'est très très vrai pour les plus jeunes, que ça soit les mineurs ou les jeunes majeurs, c'est jamais aux filles d'exprimer un désir d'avoir une relation. Dès lors qu'elles ne peuvent pas exprimer leur désir, c'est très difficile de pouvoir dire leur consentement, puisque ça ne doit surtout jamais se dire. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment est-ce que ça peut se faire dans le jeu, dans la séduction. Parce que souvent, on va nous dire, ah, vous, sur les questions de droits des femmes, vous voulez signer des contrats, vous voulez la fin des rapports de séduction, mais pas du tout. C'est quelque chose, encore une fois, qui est extrêmement important dans la vie humaine. Donc, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas du tout éviter. Mais c'est vraiment plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait pour que ça soit fait, de s'assurer que les deux parties, à tous les moments, soient consentants, c'est-à-dire qu'ils soient partie prenante de la décision d'aller une étape plus loin ou de tester telle ou telle pratique, etc. Alors, je rajouterais qu'il y a un film très bien fait d'Hélène Milano qui s'appelle Les Charbons ardents,
où elle a interviewé des garçons plein cadre sur la construction de la masculinité et leur rapport aux filles. Elle a fait la même chose avec les filles, qui s'appelle Les Roses Noires. Hélène Ous se déplace dans les établissements scolaires pour parler de son film. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la contacter. D'autant plus que ce film a été en partie, ces deux films ont été en partie tournés à Marseille dans les lycées professionnels. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je rappelle que le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qu'il y a des manifestations qui ont lieu dans les établissements scolaires. Si vous en faites, n'hésitez pas à nous écrire 3 lignes, plus à prendre une photo pour nous indiquer ce que vous faites dans votre établissement. Nous le mettrons sur notre Facebook, donc j'ai mis l'adresse dans le dialogue du chat. Pour information aussi, cette semaine à la télévision, il y a beaucoup de sujets qui sont développés. Je pense notamment demain soir sur la 2, il y a un téléfilm sur le viol conjugal avec une soirée sur comment traiter les violences chez des personnes qui ont une certaine violence en eux. Et sur Arte, vendredi, il y a également un procès suite à un meurtre post-violence conjugale. Donc voilà, cette thématique des violences faites aux femmes est, si vous voulez, grâce au 25 novembre, est mise en avant. Je vous remercie, Madame de Montvallon, de nous avoir consacré ce temps, d'avoir ouvert cette campagne de conférences à distance. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, merci, à très bientôt. N'hésitez pas à nous, je vais mettre quand même dans le chat mon mail. Oui. Si vous souhaitez me contacter, c'est assez simple, c'est direction@cidff06.com. Donc voilà, mais sinon vous pouvez aussi contacter directement le CIDFF de votre département. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.